Interaction, bonjour, le rendez-vous de fin de semaine. Nous faisons le point sur la gestion de ce fonds interactif et transparent que vous pouvez, bien entendu, auquel vous pouvez souscrire. Bien entendu, vous avez toutes les indications à la fin de l'émission, avec également les mises en garde des risques. Et des risques, il y en a, comme on va le voir cette semaine, avec la rubrique Actualité tout de suite. Alors Thomas, c'est comme un début d'année qui est agité. Moins 20% sur les bourses chinoises, 13 à 15 sur le DAX et le Nikkei, 8 sur le CAC 40 et le Dow Jones, c'est quand même dur. Ça bouge, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, il y a un peu de sport, il y a évidemment beaucoup d'interrogations, la crainte, toujours les mêmes. Le ralentissement chinois, le problème pétrolier qui, même s'il semble en voie de stabilisation, ce n'est pas encore bien confirmé, donc il reste des incertitudes. Les craintes qu'on a pu lire au travers de chiffres, notamment aux États-Unis sur l'ISM manufacturier qui n'était pas terrible, va vous rajouter à chaque fois une petite cette semaine, dans la case, ça va pas. Cette semaine, on va regarder les performances des valeurs du CAC 40 sur la semaine. Alors cette semaine, il y a une invitation, c'est les banques. C'est les banques. On voit que malgré des rebonds, le rebond de BNP Paribas ce matin, mais les banques perdent 4-5% dans nos bilans. On les voit avec des contributions négatives sur le CAC 40 qui sont importantes. On va même jusqu'à 9% pour la Société Générale. C'est ce que vous avez à l'écran. C'est une contribution de 0,25 à la baisse de l'indice. C'est assez substantiel. Pareil pour BNP, qui a perdu 6,31. Alors ça, c'était hier soir, c'était avant les résultats de ce matin. Mais il reste que le secteur bancaire est touché par les craintes sur un certain nombre d'établissements italiens et portugais dans lesquels ils sont soit taxés. Ce qui est vrai pour BNP notamment, qui est une des plus grandes banques. Oui, voilà. Alors c'est inquiétant parce que c'est d'abord la première pondération du CAC, mais nonobstant ce problème-là, c'est surtout une crainte sur les bilans des banques qu'on a aujourd'hui. Et donc une révision, on ne sait plus trop de quoi sont faits les résultats des banques. Donc ce matin, on a vu que BNP avait augmenté ses résultats, on est très content. Mais ça ne nous donne pas une valeur réelle à l'entreprise. C'est difficile. Donc après l'augmentation de capital de Deutsche Bank qui a été annoncée il y a 15 jours, Crédit Suisse perd 1 milliard. C'est des francs suisses, certes, c'est un tout petit peu moins que des euros, mais c'est quand même beaucoup, c'est très impressionnant. Donc ça va mal un peu partout. On a l'impression que les banques, il faut qu'elles mettent plus de capital pour faire leur activité, et leur activité, elle n'est pas plus facile, surtout avec la conjoncture de taux. Elle ne peut pas être plus facile, la transformation est compliquée quand vous avez des taux longs aussi bas et des taux courts aussi faibles, voire négatifs. Il y a une courbe des taux qui n'est pas tellement favorable à la transformation et aux résultats bancaires d'une part, et puis l'autre inquiétude qu'on a, c'est que depuis 2009, depuis la crise, on a mis en place tout un tas de mécanismes qui sont beaucoup plus sages au sens, maintenant on sait identifier un risque bancaire, c'est un risque par établissement, y compris avec son risque de faillite. Donc c'est plutôt, moi en tous les cas de notre point de vue, une très bonne chose parce que ça évite de jeter les bébés avec l'eau du bain, notamment quand on voit les difficultés de certains nombres de banques allemandes. Et finalement la réaction de la hausse du titre BNP ce matin est plutôt saine. C'est-à-dire qu'on a des bons résultats qui sont sanctionnés par une hausse, alors qu'on voit dans le même temps, les autres ne sont pas forcément au mieux. Voilà. Mais ça dit, BNP, malgré la hausse de ce matin, ça perd encore 18% depuis le début de l'année. Donc, oui, ça s'arrange. Et alors, de notre point de vue, pour l'instant, ça ne s'arrangera pas. Paul a regardé ça hier soir. On est à 60% des fonds propres sur la BNP, 40% sur le Crédit Agricole. Mais globalement, c'est un retour en force du scénario déflationniste. On a évoqué le pétrole qui était très bas et le prix des matières premières qui poussait les prix à la baisse. Ça fait peur. On a une deuxième étape qui est de dire, dans un scénario déflationniste, les banques vont être en très grande difficulté et il suffit que l'on s'attaque au problème des créances douteuses en Italie pour que d'un seul coup, on ait l'impression que le feu est en train de prendre dans la maison. C'est plutôt qu'on est en train de le régler et que cela se fait sur un fond de scénario déflationniste qui inquiète tout le monde. Et on a une amplification assez significative, on y reviendra. On a ça, et puis on a les pétrolières toujours dans l'œil du cyclone. Donc après, donc les résultats, on voit ceux qui ont un peu plus d'aval, comme on appelle ça, comme Total ou Shell, qui résistent mieux que Exxon ou BP, mais c'est horrible quand même.
Ben oui, mais c'est comme ça. On attrape les gros taux qui tombent ou pas? On a fait une réunion hier soir sur le cours du pétrole. Ce qu'on voit, c'est qu'on a un point important sur ce baril qui est autour de 40-42 dollars. Oui, si on arrive à rejoindre ce prix-là, il y aura probablement une stabilisation avec un corridor, entre guillemets, sur le prix du baril entre 40 et 50 dollars, pour résumer, et pendant un sacré bon moment. C'est ce prix de stabilisation dans lequel le marché sera le plus à l'aise de notre point de vue. Si ça continue de glisser, on va avoir tous les scénarios épouvantables. On a vu les dégradations d'un certain nombre d'acteurs pétroliers. On les attendait, mais enfin, elles sont arrivées. Qui aurait dit encore il y a 4 ans d'ici qu'on dégraderait un certain nombre d'entreprises? Bon, alors il faut dire que les agences de notation ne sont pas les plus fines du monde. Voilà, c'est un indicateur retardé. Alors justement, la question... Justement, pour aller jusqu'au bout de ce sujet-là, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, et on reviendra là-dessus, dans l'indice CAC 40 en particulier, tout ce qui est ressources sous-performe beaucoup moins que par le passé depuis un mois. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment une catharsis sur le prix du pétrole. Et c'est ça ce qui est essentiel. Oui, sachant que Total est une pétrolière un peu atypique parmi les majors. C'est du pétrole, effectivement, c'est pas des ressources. Voilà. Alors, la question, c'était quand même toujours la même, celle de la croissance, puisque c'est l'autre question, c'était la croissance chinoise. Alors, Paul, vous nous avez amené des graphiques. J'ai amené un graphique parce que je pense qu'il est important de faire la différence entre... Alors, je me suis focalisé sur les États-Unis, qui sont en rouge, et la Chine, qui est plutôt en orange. L'idée, c'est d'isoler l'aspect manufacturier, c'est-à-dire ce qui est en pointillé, de l'aspect service. Et il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, finalement, que ce soit en Occident, c'est-à-dire en Europe, aux États-Unis, au Japon, mais aussi en Chine, plus de 50% de l'activité... En Chine, on va dire 50. Allez. Non, je maintiens 50. C'était 48 l'année dernière, alors c'est peut-être 50 aujourd'hui parce qu'il y en a un qui baisse, mais l'autre monte pas. Hein. On a quand même une croissance, donc je maintiens, on est au-dessus de 50, et je pense que c'est très important d'avoir ça en tête parce que le rythme de croissance en Chine, de la partie tertiaire, elle est après déflateur, c'est-à-dire en intégrant les effets d'inflation, on est plutôt à 12%. Alors que sur le secteur primaire, la partie mine, énergie, on est plutôt à moins 5%. Et sur l'industrie, le manufacturier traditionnel, on est autour de 0. Après déflateur. C'est-à-dire qu'en fait, la croissance se fait à certains endroits et il y a une destruction ailleurs. Alors sur les États-Unis, où là c'est indiscutable, il y a un problème boursier. C'est que, on va dire que les services font 60-70% du PIB. En revanche, ils font entre 20 et 30% du Standard & Poor's, puisque les bénéfices du Standard & Poor's sont beaucoup industriels. Alors ça, c'est un problème, c'est le même problème qu'on a avec Total. On n'aurait pas le même résultat sur le Nasdaq. Oui, oui, bien sûr. Donc c'est aussi la problématique de la structure des indices. Qui est à prendre. Alors la différenciation sectorielle. Jones, c'est très on va passer à votre deuxième graphe, qui est la différenciation sectorielle, qui est le plein de votre raisonnement. Je voudrais revenir sur un point, sur ce premier graphe. Pardon. Revenons au premier. C'est que la partie service reste avec des indicateurs avancés qui sont largement au-dessus de 50%. Et de ce fait, si on considère que c'est là que se fait l'activité économique, la peur de la déflation peut disparaître assez facilement et c'est ce qui peut justifier qu'à certains moments, on a peur de la déflation, donc les marchés s'effondrent. Et puis à d'autres moments, on revient dans le sentiment que finalement la création de valeur économique réelle se fait dans les services et dans l'économie digitale. Et à ce moment-là, on a une remontée des marchés très violente. Pour rester à la macro, la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale, elle ne va pas monter ses taux à nouveau en mars. Mais c'est ce qu'on disait déjà en décembre. Donc. Avant même qu'il ne commence, l'idée qui est la nôtre reste qu'il n'y aura que 2 hausses de taux dans l'année aux États-Unis. Et peut-être qu'aujourd'hui, le marché est même en dessous de cette anticipation par rapport à la nôtre. C'est-à-dire qu'on voit même écrit qu'il n'y aura pas de hausse cette année. Bon, je pense que c'est peut-être excessif. C'est loin. Alors, votre deuxième graphe. Donc, le deuxième graphe, c'est d'essayer de regarder... Différenciation, pardon. Voilà, c'est d'essayer de regarder ce qui se passe dans l'économie, c'est-à-dire que le marché monte, le marché baisse, l'indice monte ou l'indice baisse, c'est important. Mais on regarde assez peu souvent comment ces hausses se font et comment ces baisses se font. Et là, j'ai essayé d'isoler des secteurs qui tombaient. Alors vous avez en orange, c'est le pétrole.
Ça, c'est dans le CAC 40. Et en prenant comme référence octobre 2014, le moment où on a bien compris qu'il fallait aller vers le quantitative easing. Voilà. Donc, on a d'une part le pétrole qui s'est effondré. On a les ressources qui ont cessé de s'effondrer, ça je trouve ça intéressant. On voit qu'en bleu, on a les banques qui accélèrent une baisse et qui sont quand même parmi les très très mauvais élèves en matière de secteur. On a une amélioration du secteur public, et on en a parlé, on le trouve dans le portefeuille avec les utilities. Donc là, très clairement, il y a une évolution. On voit aussi en rose un secteur qui a très bien performé et qui tombe depuis l'affaire Volkswagen, finalement, c'est l'automobile. Et puis on a quand même des secteurs qui vont très bien, qui surperforment très largement. Donc c'est pas quelque chose de si homogène. Voilà, c'est ce point-là qui me paraît important de garder en tête, c'est-à-dire qu'il suffit qu'on enlève l'inquiétude sur la déflation, c'est-à-dire qu'on se dise que le pétrole va se stabiliser, comme on lit depuis un certain temps, et on a tort, entre 40 et 60, eh bien à ce moment-là, on aura un marché qui va retrouver une forme de folie. C'est le sujet que nous allons voir dans les indicateurs, puisque c'est le sujet de ce que vous appelez la dynamique des corrélations. Donc on va y venir avec la rubrique tableau de bord. Et Paul Guéliard sur les indicateurs. Donc cette semaine, justement, il y a quand même 5 indicateurs qui bougent, 4 positivement et 1 négativement. C'est pas... Oui, enfin, on se calme, comme dirait... On est passé pas loin de la vie de gros temps. Hein, oui. On est tout près. Voilà. Vraiment tout près. Il y a un sérieux coup de vent, mais on n'est pas dans la vie de gros temps. Alors aujourd'hui, on a le stress de liquidité qui est revenu à son point de départ en vert. On a l'aversion au risque qui est revenue à son point de départ. Le stress de refinancement, il n'y en a pas. La dynamique des corrélations... Ça, c'est important. C'est le sujet que Paul évoquait. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de corrélation dans la réalité, mais quand ça chauffe, il y en a. Oui, exactement. Et la dynamique des corrélations, j'avoue, quand c'est rouge, tout tombe en même temps, sans discernement. C'est un peu c'est là où c'est très difficile de gérer. C'est là où on connaît ça sous le nom des portes de saloon. On peut les prendre dans la tête. Bon, ce qui va nous intéresser, c'est le momentum microéconomique qui, lui, passe au rouge. Pourquoi passe-t-il au rouge ? On a eu des résultats d'entreprises qui, pour certains, ont été décevants. Non pas tant, d'ailleurs, sur le niveau des résultats que sur les perspectives. L'exemple d'Apple, par exemple, l'exemple d'Apple, tout court, quand même, est pas mal. On se dit, qu'est-ce qu'on va faire de cet argent ? Alors qu'ils ont fait le plus haut résultat jamais connu, 18 milliards de dollars en résultat trimestriel, c'est insensé. Donc là où on va attendre Apple maintenant, c'est qu'est-ce qu'Apple va devenir ? Au sens, qu'est-ce qu'on fait avec autant d'argent ? Soit on le rend à ses actionnaires, soit on a des idées de développement, et nous on croit beaucoup plus à ce scénario-là, et ça va être des idées de développement pour mettre du contenu à l'intérieur du téléphone. Pourquoi pas des opérateurs, on en parle. Du paiement, tout ce qu'on veut. Du paiement, de la vidéo, du contenu, des jeux, des albums de famille, enfin bref, tout ce qui est... Ce qui est frappant, c'est une certaine prudence des dirigeants, alors qu'il y a 6 mois, on se disait les résultats, ils vont nous annoncer en disant que ça va mieux. Et là, je prends un exemple, c'est Dassault Systèmes, cette semaine, qui sort des résultats qui sont très bons, c'est une super boîte. Il dit beaucoup de flou, beaucoup d'incertitudes, alors que c'est quand même des gens qui vendent des logiciels. Donc, la croissance, quand bien même ce sont des entreprises qui ont 8 ou 9% de croissance, la croissance de l'économie qu'on attendait pour l'économie mondiale à 3% va probablement être autour de 2,5%. Donc à l'échelle de ces entreprises, on va passer de 9 à 7,5%, et à l'échelle de l'actualisation des cash flows, qui est une des mesures par lesquelles on mesure justement les perspectives futures de l'entreprise et donc son prix, eh bien on peut avoir des déceptions. Voilà, on va avoir un marché qui va être un petit peu moins cher. Paul, moi, je pense qu'en fait, il faut revenir sur cette problématique-là d'inquiétude au fait qu'on a des taux qui sont quasiment à zéro et on a un marché qui est plus dynamique. La croissance par rapport à janvier 2014 est très largement supérieure en Europe. Les taux sont beaucoup plus bas et globalement, on a toujours les mêmes peurs. Et on a un marché qui est quasiment au même niveau qu'en janvier 2014. Donc, ça perturbe un peu le chef d'entreprise qui se dit « mais je vois les choses évoluer et je m'inquiète ». Le retour de la volatilité n'est pas seulement pour les boursiers. C'est ça, finalement, ce que veut dire le momentum. Alors, on va regarder 2 autres indicateurs. Un qui passe au vert, on l'a dit, c'est le stress de liquidité. En fait, globalement, stress de liquidité, stress de refinancement, on repasse au vert. Finalement, c'est les banques centrales. Elles sont là.
Bah oui. Elles sont là, elles injectent de la liquidité, elles rassurent, elles font le travail. Ceci étant, c'est pas parce qu'elles font le travail qui permet de se rassurer et sur le fait de savoir qu'on a de la liquidité que ça permet de se projeter dans l'avenir et d'investir. C'est pas elles qui décrètent l'investissement. C'est tout le problème. Oui, c'est le transfert à l'économie réelle, comme on dit, et puis ça patine. Mais ils sont au rendez-vous. C'est-à-dire que de ce point de vue, et nos indicateurs le montrent clairement, ils sont au rendez-vous. Et d'ailleurs, les propos qu'on commence à entendre des banquiers centraux, c'est de dire, mais faites le job vous, parce que nous, on est là, on fournit, on est d'accord. Donc, il faut passer au-delà de la peur qu'on est en train de connaître, qui est une peur quand même un petit peu documentée. Hein. L'effondrement du prix du baril, ça engendre des craintes géostratégiques à ce niveau-là. Et l'arrivée du yuan sur le marché des liquidités mondiales, ça emmène une incertitude. Et c'est ces incertitudes que le marché sanctionne, alors que les banquiers centraux sont au rendez-vous. Bien, nous allons passer à la performance. Alors, la performance, on va la regarder, la performance d'interaction. Thomas. Oui, on va la voir. Vous allez la voir dans un instant. Donc, je rappelle que depuis le début de l'année, le CAC 40 perd 8,72%, interaction 7,73%, dont cette semaine 4,19 pour le CAC et 4,05 pour donc là, on fait un peu mieux, mais pas... Oui. On ne creuse pas l'écart. Voilà, alors, on va voir que quand on va rentrer dans le détail, on va voir tout de suite ce qu'on appelle les contributions cette semaine. Et ça va expliquer... C'est le slide suivant de contributions. Voilà, c'est ce qu'on a à l'écran. Vous allez voir dans la colonne du milieu les raisons pour lesquelles on a une dispersion très importante des performances à l'intérieur même et du fonds et du CAC 40. Le CAC 40... Donc on l'a dit, baisse de 4,19, dont 1,14 de défensive, là où nous ne baissons entre guillemets que de 0,74 sur ce secteur-là. En revanche, dans les financières, le CAC est extrêmement sanctionné, nous beaucoup moins, et nous, toute notre perte est quasiment concentrée sur les technologiques. Et on le verra tout à l'heure sur 3 titres. Donc, sachant qu'on a 20% du fond, quoi. C'est un vrai pari. On l'a dit souvent, la transformation numérique de la société. Voilà, etc. exactement. Et cette transformation numérique, ce sont des titres qui avaient beaucoup progressé. Ils ont été énormément sanctionnés, quand bien même on avait pris des bénéfices dessus. Donc, qui sont-ils ? Nokia, Technicolor menaient le bal. Oui, avec à chaque fois une information externe qu'on ne comprend pas toujours. Voilà. Pour être très honnête. Donc ça ne sert à rien de bouger quand on ne comprend pas. C'est souvent, ça peut être une mauvaise interprétation, une mauvaise communication. Là, en l'occurrence pour Technicolor, c'est une dégradation à laquelle nous ne comprenons rien. Mais c'est comme ça. Les agents sont tellement nerveux qu'ils balancent. Nos deux gros foyers de retard, on va dire, sont les TMT et les semi-cycliques. Oui. Sachant que sur le reste, on fait mieux, en revanche. Voilà. On fait mieux que les secteurs considérés. Oui, et moi, je conclus quand même les 13, presque 14% de potentiel pour un investissement qui est inférieur de 14% à celui du CAC 40. Donc, oui, je suis pas inquiet aujourd'hui. On a un potentiel qui apparaît comme moindre par rapport au CAC, mais la composante qu'il y a de Sanofi et de Total dans ce potentiel que nous vous montrons à l'écran est énorme. Donc une fois qu'on les a corrigés des excès que nous avons là, on arrive à quelque chose de non négligeable, sachant également, et ça joue pour le potentiel de notre fonds, que nous avons pas loin de 14% de liquidité. Oui, ce qui permet à la fois d'être tactique, comme on l'a été l'autre jour en achetant de l'indice, pour finir, des ETF, ou bien de revenir sur des secteurs différents. Et beaucoup de liquidités ont été faites, on va voir le portefeuille d'ailleurs, beaucoup de liquidités ont été faites sur les valeurs... non, on va voir carrément le portefeuille, si c'est possible. Juste après. C'est juste après. Sur les valeurs de stock picking, on va dire, l'exemple ayant été Technicolor, puisque, comme on l'a dit, on a beaucoup gagné, on a vendu, pas assez, puisque ça a baissé cette semaine. Alors, c'est d'ailleurs ce qu'on va voir. Cette semaine, en fait, c'était on va commencer par le bas pour une fois. Oui, et vous voyez, on commence par les mauvaises nouvelles. Voilà, on va commencer par les mauvaises nouvelles, et notamment dans les contributions relatives. Toutes les valeurs que nous n'avons pas du CAC 40, ça n'empêche pas le marché de baisser, auraient retenu le fonds de 2,59%. Ça veut quand même dire qu'on a beaucoup de potentiel dans ce fonds. Je le rappelle, qu'il est très résilient, mais que si on regarde... C'est-à-dire nos paris qui étaient d'avoir moins de banques, moins de pétrole,
moins de valeur, pas du tout de cyclique, cyclique, ils sont quand même payants. Et pas de pharmacie. Oui. Et pas de pharmacie, donc pas de Sanofi. Exactement. Donc après, si on prend les mauvais élèves, on voit que Nokia nous coûte cher. Une baisse de 14% cette semaine, c'est considérable. C'est une contribution de 0,35 sur les 4,05 de baisse. Technicolor nous coûte 0,25 avec une baisse de 13%. Alors ça, c'est deux titres sur lesquels, Nokia, c'était des valeurs Alcatel, c'est deux titres sur lesquels on a gagné beaucoup et on rend un peu trop, évidemment. Forcément. Exactement. Total coûte relativement, elle baisse de 4% cette semaine et entraîne à elle seule une baisse importante du CAC et un petit peu de notre fonds en relatif, ça nous fait gagner. Deleuze, avec laquelle on avait beaucoup gagné, nous fait perdre un peu. Bon, et alors, si on va voir les bons élèves, on retrouve Alstom. Pourquoi retrouve-t-on Alstom ? Oui, ça paraît paradoxal. Ça paraît paradoxal, mais en fait, on a bénéficié de la livraison, entre guillemets, en cash des titres. Donc, on a pu vendre 30% de la ligne à 35 €, alors que ça vaut 24. Exactement. Donc, ça nous aide. C'est pour ça que vous avez à l'écran cette baisse de 6,55. Alors, et malgré tout de suite, est-ce qu'on réinvestit donc, la ligne a baissé de 30%. Est-ce qu'on en rachète ? Alors, pas pour l'instant. Voilà. Pas pour l'instant, parce que ça fait partie de ces titres... c'est pour ça qu'on passe à moins d'1%, on est à 0,93. Exactement. Pour l'instant, on reste comme ça. Ça fait partie du cash qu'on est prêt à réinvestir à tout moment. On l'avait fait sur LVMH avec pas mal de réussite. On a renforcé LVMH. Bon, LVMH, c'est magnifique. Superbe. C'est très beau, le résultat. Invraisemblablement beau. Oui. Le leader, Primo Leader, le pricing power, la faculté de répercuter dans les prix tout ce qu'ils veulent, y compris d'augmenter les prix sans raison. Et puis un équilibrage entre les sacs, les montres, et puis les alcools et les champagnes. Voilà, exactement. Remarquable. Ensuite, on a une valeur qui a entre guillemets deux valeurs défensives, l'air liquide. Bon, l'air liquide, on va dire que ça avait quand même assez baissé. Donc, ça fait partie de ce que décrivait Paul tout à l'heure. Elle résiste plutôt bien. On est plutôt... on avait allégé, donc voilà. Voilà, elle résiste bien. Nexity... oui, on a remis un pied dans l'immobilier au début de l'année, en fait. Oui, parce qu'à mesure que le risque de remontée des taux s'éloigne, ou la change, le rendement de l'immobilier. Le rendement de l'immobilier augmente, et donc ça a une vraie valeur défensive. Donc, on a vu cette semaine que les résultats de Unibail, qui est cher, ont été salués. Exactement. Donc, et peut-être que Klépierre suivra le mouvement. Voilà pour les grandes tendances que je voulais décrire aujourd'hui, elles me semblent importantes. Nous passons à la rubrique gestion. Gestion, c'est la suite de ce qu'on vient de dire. Nous allons regarder les arbitrages qui ont été réalisés depuis la mi-janvier, c'est-à-dire depuis le moment où le marché, finalement, vu d'aujourd'hui, s'est stabilisé, mais s'est stabilisé avec des écarts absolument considérables. Alors, on va faire comme si on avait eu raison d'acheter au plus bas, mais on a racheté, je le rappelle, le 26 janvier, du Nexity, du LVMH, du Vinci, du Bouygues et à nouveau du LVMH. Alors, tout est beau. LVMH, il y a eu des publications absolument formidables. Vinci, une publication aussi formidable. C'est ce qu'on avait dit, les autoroutes, la consommation, et il se trouve que l'activité... et les taux d'intérêt qui baissent. Industrielle et les taux d'intérêt qui baissent. Et Bouygues, à la fois, justement, c'est cette activité BTP, et puis, Bouygues va peut-être être le premier actionnaire un jour, le premier actionnaire d'Orange. Alors, ça c'est possible. Ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'on pense que l'immobilier... en tous les cas dans la zone Europe, va reprendre du poil de la bête. Elle est quasiment pas valorisée aujourd'hui dans la valeur de Bouygues. Il n'y a que la téléphonie qui est. On pense, nous, que c'est peut-être le moment de revenir sur Bouygues qui fait de l'immobilier, une expérience dingue. Par contre, dans le même temps, on a vendu les bancaires, le 3, c'est-à-dire hier et avant-hier. On a vendu du Crédit Agricole, de la Générale, et on a vendu Schneider aussi. Visiblement beaucoup plus touché que prévu par ce qui se passe en Chine. Et donc, on va rester pour l'instant un peu à l'écart. Bien, alors ensuite, on va aller dans l'actualité des sociétés. Quand on regarde en fait, ce qui a bien résisté, quand j'ai pris la liste de ce qui avait bien résisté depuis le début de l'année, on trouve LVMH, FH, Vinci, Orange et Veolia. Oui. On est quand même dans les bons paris. Là, dans l'interaction, on était sur ces paris-là, ce qui n'empêche qu'évidemment, dans ce qui est le plus douillé, la Société Générale, BNP, AXA
EDF et Engie, alors Engie, on l'a sur la totalité, EDF, on l'a racheté de manière tactique. Oui, exactement. On voit que les valeurs d'abonnement tiennent. Elles étaient déjà pas très chères, mais elles tiennent bien. Dans un risque, en plus, si vous rajoutez à ça un risque déflationniste, c'est quand même un moyen de maintenir son revenu. Moi, je trouve que... Et puis, on a une exposition au marché émergent qui est faible. Très faible. On l'a réduite à dessein. Alors, ne nous trompons pas, parce que si, comme on le croit, tactiquement, dans les 2 ou 3 mois qui viennent, le pétrole se stabilise, voire amorce une remontée, et le reste des matières premières suivra probablement, il n'est pas exclu qu'on commence à connaître un rebond du côté des marchés émergents. Donc on veut jeter avec l'eau du bain comme d'habitude, alors que c'est probablement, on est probablement à un point bas au moment où nous parlons dans cette zone. Voilà. Bon, alors, compagnie pétrolière, vous en avez dit un mot. Les agences de notation mettent sous surveillance, comme vous dites, c'est un indicateur retardé. C'est parce que ça a mal il y a 4 mois qu'ils les mettent sous surveillance aujourd'hui. Ça, on est habitué avec eux, puis ils sont pas conflictés, c'est l'avantage. Moi, ce que je crois, c'est que que les valeurs pétrolières aillent mal, c'est une chose. Que les boîtes d'ingénierie pétrolière aillent très mal, c'est, de mon point de vue, avéré. Et donc, parce que c'est à elles qu'on va demander de faire des efforts, à commencer par les compagnies pétrolières. Alors, est-ce que ces compagnies pétrolières amorceront parce que peut-être qu'à un moment, ça va devenir intéressant de racheter tout le monde. On en avait parlé pour le pétrole de schiste, mais on peut aussi en parler pour les entreprises d'ingénierie. Peut-être chercheront-ils tous à les intégrer d'un coup. C'est quand même le moment, ça vaut aujourd'hui rien. Et ce serait une façon pour elles de revenir dans ces secteurs. Bon, c'est quelque chose à surveiller, mais enfin pour l'instant, c'est le couteau qui tombe. Alors dans le cycle, Arcelor, donc la plus forte baisse de la semaine, annonce une recapitalisation. La sidérurgie, avec quand même la famille Mittal qui remet 1 milliard dans la boîte. Oui, assez bien. Nous, ça nous rassure, c'est que l'actionnaire y croit, surtout quand il remet 1 milliard. Il y a des chiffres comme ça qui parlent. Là aussi, on est probablement dans l'excès, mais le problème, c'est combien de temps dure l'excès. Voilà. Est-ce qu'on a la trésor pour tenir pendant l'excès ? On a tendance à penser que oui. Encore une fois, ce secteur entier des matières premières va piloter les 2-3 mois qui viennent. C'est à peu près certain sur le marché. Alors justement, vous avez relevé, c'est vous qui les avez relevés, les valeurs brésiliennes, comme on les appelle, c'est-à-dire Casino et Edenred, qui rebondissent sur le fait que ça va tellement mal au Brésil que ça ne peut plus aller beaucoup plus mal. C'est un peu ça l'idée. Voilà. Alors, j'aime pas, en matière de gestion, c'est un truc qu'il ne faut surtout jamais faire. Mais en revanche, nous, on a constaté les rebonds. Il faut le constater. Donc, on le constate. Voilà, on est heureux de le dire. Après, on va commencer à nous vendre l'histoire des Jeux Olympiques qui vont soutenir les cours des entreprises. J'y crois pas une seconde. En revanche, ce que je crois beaucoup plus, c'est que ces zones-là vont être influencées par le parcours des matières premières qui est en train de se stabiliser. C'est exactement ça. Et voilà, et c'est plus ça le moteur. On avait des décotes sur Casino et Edenred eu égard à leur positionnement là-bas. On y voit un petit peu plus clair. C'est la raison pour laquelle ça se stabilise. On ne mange pas Vallourec. non, c'est dur. Alors Veolia, il continue à se développer. C'est une bonne performance. C'est un contributeur cette semaine. Finalement, c'est l'abonnement, comme vous disiez. Oui. Et donc, il se développe dans l'assainissement nucléaire, donc, ce qui est aussi un truc d'avenir. Alors, ils font leur job. Je rappelle qu'on avait dit ici que le mix énergétique était extrêmement important, notamment sur celui du nucléaire, qui va voir, pendant les 10 ans qui viennent, la Chine se doter de 100 centrales, l'Arabie Saoudite se doter de, je crois, de 5 ou 10 centrales, l'Algérie également. Ils sont tous en train de réfléchir à leur mix énergétique qui est leur point faible par essence. Ils le savent pertinemment. Et donc, quand je parle de ils, ce sont ces grands pays qui étaient des exportateurs de pétrole et qui ont aujourd'hui des coûts d'extraction qui sont considérables par rapport au prix qui est affiché. Donc, ils sont tous confrontés à une problématique. Ils n'ont plus de débouchés à l'export. Et il faut aussi qu'eux commencent à stabiliser dans un environnement qui est fini. Je rappelle qu'il n'y aura pas de ressources ad mortem sur le pétrole. Dans cet environnement fini, il faut aussi qu'ils réfléchissent à leur mix énergétique et on a envie de leur dire « Bienvenue au club, les gars. On est content de vous voir arriver. » De vous voir arriver. LVMH, on a dit un mot, donc c'est formidable. C'est impressionnant. C'est la nouvelle de la semaine, quand même. Oui, remarquable. Nous, on est content parce qu'on avait fait ce pari et on l'a renforcé. Bernard Arnault est heureux, ce qui est important. Et la récession
malgré la récession russe, malgré les problèmes au Brésil, malgré les attentats de novembre dans une moindre mesure, nouveau record pour les chiffres d'affaires, les bénéfices, les cash flows, donc de la visibilité. Et dans un environnement comme celui qu'on connaît, avoir de la visibilité, on paye cher le bon élève. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, l'automobile, Paul en parlait tout à l'heure en disant l'automobile, c'est quelque chose qui avait beaucoup monté, qui a rebaissé. On a des immatriculations en Europe qui montent de 6-7% en janvier. Bon, alors c'est compliqué parce que ce qui marchait bien au mois de décembre, comme Renault et Nissan, marche mal, mais bon, il doit y avoir des effets de gamme. Volkswagen, Renault, Nissan qui sont un peu moins bien en janvier, mais on n'est quand même pas revenu dans les plus hauts en Europe, en tout cas, dans l'automobile. Alors, est-ce qu'il y a encore un potentiel ou est-ce que finalement toutes les bagnoles les plus pourries, les gens les ont rachetées? Non, je ne crois pas. Ce qu'on voit sur l'automobile, c'est que vous avez un effet de renouvellement qui a joué à plein ces 5-10 dernières années. Les gouvernements successifs en France se sont battus à coups de primes pour l'automobile pour avoir des nouvelles automobiles. Puis après, les gouvernements ont expliqué que c'était pourri et qu'elles risquaient d'empoisonner les automobilistes, les piétons, les gens à vélo. Y compris encore cette semaine contre Renault et Peugeot, la ministre de l'Environnement. C'est ça. Continuons à appuyer sur la tête de nos entreprises. C'est une excellente idée. On ne fait pas mieux. Il n'y a que chez nous qu'on connaît un truc pareil. Ça, c'est sûr. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui sont malgré tout solides. Et je pense que PSA a paradoxalement plus de potentiel que Renault. PSA est plus chinois et Renault est quand même un peu trop russe. Oui, et j'aime bien leur gamme. Mais par contre, ce sont des gammes à faible marge, donc il faut en vendre un paquet. Et donc le moindre signe de ralentissement de la croissance mondiale impacte systématiquement les cours. Mais c'est pas cher. Alors, par ailleurs. Mais non, mais c'est pas cher, mais il y a des choses qui restent pas chères pendant un moment. On raisonne, je le rappelle, sur les marchés financiers à la dérivée seconde, c'est-à-dire l'accélération des bénéfices. Et là, les perspectives sont pas terribles, même si on n'a pas de risque de baisse des bénéfices. Juste un mot, Technicolor, on en a parlé, donc 9% quand même. Oui, le problème, c'est que on le dit, on se souvient que Technicolor, c'est une histoire qui vit sur des brevets qui disparaissent au fil du temps. Donc c'est quand même un peu particulier comme modèle, mais on l'aime bien, nous. C'est une pharmaceutique à cycle rapide, on va dire. Oui, on peut dire ça. Donc dès lors qu'il y a une petite nouvelle qui touche le secteur, et celle-là je la trouve un petit peu... le titre est trop sanctionné, clairement, mais c'est le problème des titres qui ont pris 40 ou 45%. C'est que dès que la nouvelle est un tant soit peu décevante, et si elle avait été bonne, je peux vous dire que le titre aurait baissé aussi, seulement de 4%, là c'est 9%. Nous les premiers, on avait commencé à en vendre. Oui, on en a allégé, de façon sensible. On l'a allégé de façon sensible, donc c'est un peu normal que les gens réagissent comme ça. Oui. Bon, alors, 16%, 15% de liquidité, est-ce qu'on fait quelque chose? Ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose. Ah oui, donc on fait alors rien. 15% de cash, c'est déjà beaucoup. Donc pour l'instant, on fait rien. Nous, ce qu'on voit, c'est, Paul l'a décrit tout à l'heure, une rotation sectorielle qui est extrêmement importante. Le marché est tendu sur un certain nombre de choses. L'agroalimentaire a parfaitement bien tenu, ce qui est une bonne nouvelle. On a des résultats de bons duels qui sont canons, comme toujours, vous l'aimez bien, mais cette semaine, on a des boîtes aussi très bien gérées dans ce secteur. C'est remarquable. Donc, alors, elles ont en plus des prix d'acquisition qui ont baissé fortement, des coûts de transformation qui ont baissé. Oui. Donc, on n'a que des bonnes surprises. Oui, ça fait l'actualité, les prix agricoles, mais il y a quelqu'un en face qui les achète. Voilà, et notamment les gens qui transforment. Donc, c'est plutôt intéressant de voir cette résistance. Nous, on a favorisé, enfin, on ne l'a pas tellement favorisé dans le fond au moment où je vous parle. C'est un sujet, mais c'est quand même un sujet. Oui, c'est un sujet. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit le moteur de la période qui vient. Et puis surtout, c'est très cher relativement aux autres secteurs. Donc pour l'instant, c'est pour ça qu'on ne bouge pas trop. On voit sur le graphique qu'avait montré Paul qu'il y a un certain nombre d'ensembles qui ont fortement baissé. On parle de 20 à 30%, pendant que d'autres montaient de 5 à 10. Donc là encore, on a des écarts substantiels qui nous font dire que soit on a un retour, entre guillemets, à la moyenne, mais on ne sait pas qui va monter, qui va descendre. Non, donc c'est un vrai sujet. Vous dites les valeurs d'abonnement, c'est-à-dire on voit que Vinci, que Veolia, que même EDF et Engie, le marché aime bien. Le marché aime bien quand il n'y a pas trop de marché émergent et beaucoup de résilience sur des clientèles irrésolvables, c'est-à-dire vous ou moi quand on a notre téléphone. Et c'est exactement cela. D'ailleurs, le marché, si je regarde les chiffres du début de l'année sur le CAC, privilégie Vinci, Orange, Veolia, vous le disiez.
je vais mettre un peu de... Non, c'est de Lafarge, c'est une erreur, pardon. Je mets un peu de L'Oréal. Donc les grands qu'on avait visés, qui ont bien joué leur rôle d'amortisseur, continueront de le jouer parce que là, sur L'Oréal, il n'y a pas trop de sujets. En revanche, si on devait connaître une accélération, on en a parlé lors de la avant-dernière émission, avec un marché qui peut tomber potentiellement à 3600, on sera sur des niveaux où les grandes qu'on avait achetées baisseront aussi, il ne faut pas se leurrer. Mais elles n'amplifieront pas la baisse. Elles n'amplifieront pas la baisse. Ça, c'est plutôt les small caps et les mid caps qui, à ce moment-là, vont vraiment c'est un peu la ce qui avait baisse. fait la performance d'Interaction en 2015, qui effectivement est sous surveillance et notamment a été arbitré. Hein. Alors j'allais dire nos 14% de cash, nos 10%, parce qu'on a toujours 4% de plus ou moins, on a dit les 10% ne sont que l'allègement de toutes les idées fortes qu'on a eues pour justement jouer le côté tactique. Alors question, l'immobilier, on a commencé à mettre un pied dedans, il y a du rendement quand même. Il y a eu ce résultat de Unibail qui est très cher. Hein, mais alors, moi, je serais assez vigilant sur... Il y a une raison mécanique. Les taux ont continué à baisser, les banques prêtent toujours moins cher. Et puis, vous êtes dans un environnement où il y aura un petit peu de croissance. Donc, l'un dans l'autre, on est sûr de s'acheter, entre guillemets, un loyer, avec peu de risque sur la valeur de l'actif. Bon. Ça, c'est une fois qu'on a dit ça. Voilà. Et il reste que si on prend Unibail ou Klépierre, qui sont des centres commerciaux, et qu'on a un ralentissement qui, pour l'instant, ne semble pas se pour le moment, la en consommation, Europe. c'est quelque chose qui tient en Europe, j'entends. Comme ça tient, nous, et on a l'effet, souvenez-vous de l'effet pétrole qu'on a mesuré, qui est de l'ordre de 1 000 € par ménage en Europe, et notamment en France, c'est pas négligeable pour tous ces centres commerciaux, ça soutient la consommation, on l'a vu d'ailleurs, les chiffres sont plutôt bons. Donc sur cette partie-là, on est relativement serein. Là où on est un petit peu plus inquiet, c'est pour ceux qui sont exposés encore aux émergents, où on va lire dans les chiffres trimestriels, en fait, la baisse du fin de trimestre 2015, avec des bonnes ou des mauvaises surprises. Pour moi, c'est déjà dans les cours. Voilà, il faut juste être vigilant. Voilà. Alors, dernier point, on a parlé des banques, on a des assurances. Elles ont aussi souffert. Hein. Oui, on pensait qu'elles conjoncture de taux un peu incroyable, mais... Elles souffrent parce qu'on a un autre problème aussi, c'est les obligations qu'elles ont en portefeuille, à commencer par les obligations italiennes et espagnoles chères à Apple. Ces obligations, on les a, c'est ce qu'on se disait nous, on n'a pas de risque à proprement parler sur le paiement de l'obligation. Non. Mais comme on a une maladie qui est celle de faire coter des obligations toutes les secondes que Dieu fait, eh bien, dès lors que vous avez la moindre menace sur un pays, ça se traduit par une baisse du cours et ça impacte directement la valeur de ceux qui les détiennent, à commencer par AXA, Allianz ou d'autres. Mais on tient ça. Oui, mais je pense que d'un autre côté, l'aspect obligataire est important. On a eu aux États-Unis tout le pan du high yield qui finançait l'investissement dans le gage de schiste, qui a été très chahuté l'année dernière, et on est arrivé à des niveaux d'anticipation de défaut qui sont assez considérables. Oui, on arrive à 10% d'écart avec l'emprunt d'État américain qui est à 2%. Oui, tout à fait, mais on a surtout en fait des simulations, enfin les opérateurs sur les marchés sont en train de pricer un niveau de défaut qui est presque jamais connu quand on le ramène. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup investi, enfin il y a la souche obligataire, c'est-à-dire le gisement obligataire est très présent dans ce domaine-là, puisque c'est ce qui a tiré l'économie, mais il n'est pas certain qu'on se retrouve avec autant de défauts à la fin, et c'est peut-être là aussi une variable d'ajustement qu'on aura dans une période où le marché redeviendra plus serein. En même temps, il n'y a jamais autant de liquidités, et les emprunteurs solvables n'ont jamais emprunté aussi. Si la perspective sur l'énergie redevenait juste neutre. Les choses changeraient. Ce sera le mot de la fin. Merci messieurs. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Merci.